Bonjour à toutes et tous. Nous poursuivons les causeries de l'égalité dans la série L'égalité et le genre. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au polyformisme des violences conjugales, un défi pour notre droit pénal. Je suis heureuse de recevoir Monsieur Johan de Chepy, maître de conférence HDR, spécialiste du droit pénal et précisément sur la question des violences intrafamiliales. Bonjour Monsieur de Chepy. Bonjour Madame Ducret, ravi de vous retrouver cet après-midi. C'est un plaisir. Eh bien, pour cette nouvelle thématique sur laquelle nous nous lançons, je vais tout d'abord vous demander s'il vous est possible de définir ce que sont les violences conjugales et surtout, depuis quand sont-elles prises en compte par le droit pénal français ? Alors, les violences conjugales sont par définition des comportements que l'on va juger comme violents de manière objective et qui se produisent dans une relation intime qui unit deux personnes. Alors, ces violences ont essentiellement les femmes pour victimes et elles s'inscrivent à ce titre dans un domaine plus large, les violences dites de genre, c'est-à-dire des violences qui ont pour cause une asymétrie entre les femmes et les hommes, par laquelle les victimes sont assignées par l'auteur des faits à des rôles et statuts sociaux à raison de leur sexe. La violence est en effet un moyen privilégié qui est utilisé par les hommes dans le but de mettre en œuvre une domination ciblée essentiellement sur les femmes qui va atteindre fatalement la dignité de ces dernières, les isoler des milieux dans lesquelles elles ont l'habitude d'évoluer avant la relation et pour qu'elles remplissent concrètement des fonctions corrélées à leur sexe selon la vision que s'en fait l'auteur de ces violences. Alors les femmes qui les subissent peuvent perdre du fait des violences, plusieurs des aspects de leur liberté individuelle, celle de faire leur propre choix, celle de côtoyer les personnes qu'elles entendent, celle d'apparaître dans des lieux publics comme elles le souhaitent, ou celle de remplir des fonctions familiales et sociales qu'elles ambitionnent. Alors d'un point de vue purement juridique, on a une définition en droit international à l'article 1er de la Déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui a été adoptée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui nous dit que ces violences représentent des actes dirigés contre le sexe féminin et causant aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors ce qui est intéressant par rapport à cette définition, c'est qu'elle est extrêmement large, et elle ne donne pas nécessairement lieu à une typologie particulière, mais on sait aujourd'hui que cette typologie peut être rangée en fait en 4 grands types de comportements. Alors parmi les violences justement faites aux femmes, il y a tout d'abord les comportements sexistes dits quotidiens qui ont la rue, les transports, les espaces publics ou encore les locaux professionnels ou la toile même, comme lieu d'expression. Et on va y retrouver des comportements tels que l'outrage sexiste, le harcèlement, le cyberharcèlement ou encore l'injure, qui sont malheureusement des comportements trop nombreux dans notre société actuelle. Les unions forcées et les mutilations génitales féminines qui sont imposées aux femmes et dont l'origine ethnique ou culturelle représente la cause d'une soumission sont elles aussi parmi les types de violences exercées à l'égard des femmes, majoritairement. On a également la traite des êtres humains, lorsqu'elle est essentiellement tournée vers la servitude ou l'exploitation sexuelle et qui touche, contrairement aux autres formes de violence, une collectivité, des groupes de femmes qui présentent des traits identitaires communs. Et on a, bien évidemment, la violence domestique qui se produit dans l'intimité des familles ou même dans le couple et qui se compose de comportements très variés, allant des brimades, souvent quotidiennes, les coups, les blessures, le harcèlement, la violence psychologique, l'agression sexuelle ou même les atteintes plus sévères à la vie ou à l'intégrité physique. Alors la violence conjugale, vous allez me dire dans tout ça, comment se positionne-t-elle ? Évidemment. Alors elle se positionne comme l'une des 2 formes de la violence domestique qui se produit par l'effet d'un dominant familial et qui permet à ce dernier de soumettre l'ensemble des autres membres du foyer à ses ordres, à ses désirs. La violence domestique peut donc s'exprimer autant à l'égard
des membres du membre du couple qui est ciblé que les enfants qui vivent au foyer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle domestique, puisque le terme domestique vient de domus en latin, qui renvoie effectivement à la demeure, à la maison. Et donc on voit bien que ce sont des violences qui vont toucher par le dominant familial les membres du foyer, et la violence conjugale typiquement est celle exercée à l'égard du partenaire. Alors, de cette définition, en fait, on n'a pas encore tout à fait l'amplitude de la notion de violence conjugale, parce que lorsque l'on parle de violence conjugale, on a un peu l'impression qu'il faut une cohabitation effective entre celui qui violente et la victime, et que cette cohabitation est un marqueur de la violence conjugale. Or, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que la violence conjugale témoigne en effet plutôt d'un rapport intime, très particulier, entre l'agresseur et sa victime. Il entend d'abord la séduire pour créer par là même un lien de confiance avant de la manipuler pour en prendre le contrôle et lui nier en fait toute qualité de semblable à lui-même. L'objectif de la violence conjugale, et on l'a vu dans une précédente causerie, c'est l'emprise qui, par un effet, on l'a développé, d'appropriation-domination, finit par faire de l'autre une chose qui est réduite à de simples fonctions qui lui sont assignées par le dominant. Dès lors, peu importe le mode de vie du couple, la violence conjugale ne se réduit pas au couple marié, mais touche toutes les autres formes d'union, que ce soit le pax, le concubinage, et n'a pas fondamentalement besoin d'une certaine durée pour débuter dans ses premières formes, notamment verbales ou encore psychologiques. Et quant à la cohabitation, sur laquelle je me permets de revenir, entre l'auteur et la victime, si elle offre, ce qui est vrai, davantage d'occasions pour l'auteur des violences de produire des moyens de soumission auprès de sa victime, elle n'est pas, au moins pour les juristes, et même pour le phénomène en lui-même, une condition sine qua non de l'emprise et les violences qui permettent de l'obtenir. Et d'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, c'est que la séparation du couple, on s'en rend compte, ne met pas fin, ne neutralise pas le cycle des violences, puisque même quand les victimes décident de se séparer de l'auteur des faits, ils ont tendance, eux, à maintenir une surveillance souvent continue sur leurs victimes, ce qui montre bien que l'emprise ne cesse pas avec la séparation des protagonistes. Alors, notre droit, puisque c'était là le sens de votre deuxième question, n'ignore plus ces situations particulières depuis plusieurs années, aujourd'hui. Historiquement, la prise en compte des violences conjugales remonte à l'adoption du Code pénal actuel, qui est entré en vigueur en France au 1er mars 1994. Et c'est à partir de cet instant que certains interdits pénaux qui existaient au préalable, qu'on a pu densifier par la suite, ont pu être aggravés par le fait d'avoir été commis par le conjoint ou le concubin de la victime. J'insiste bien sur conjoint ou concubin, puisqu'en 1994, le pacte civil de solidarité, nouvelle union qui existe aujourd'hui et qu'on connaît tous, n'existait pas encore. Et d'ailleurs, lorsque ce pacte civil de solidarité a été créé par la loi du 15 novembre 1999, une nouvelle forme d'union a alors été reconnue et il n'a pas été immédiatement question en droit pénal d'y voir un contexte propice à la violence. Alors moi, je pense que c'est parce qu'à la base, on a pensé le Pax comme une reconnaissance pour des couples homosexuels, et donc détaché par définition du modèle patriarcal et de la domination d'un homme sur une femme. Mais force est de constater que le Pax n'a pas eu l'envergure, la fenêtre dans laquelle on voulait l'endiguer, et qu'aujourd'hui, la plupart des couples paxés sont des couples hétérosexuels. Il a donc fallu, bien évidemment, par rapport à cette nouvelle union, adapter le droit pénal pour ne pas perdre une miette de la logique juridique tenant à la lutte contre la violence conjugale. Il a fallu attendre l'entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, pour que cette circonstance aggravante en question, liée à la qualité de partenaire de vie, liée par un pacte civil de solidarité, soit reconnue comme circonstance aggravant les violences commises dans le cadre des partenaires liés par ce pacte.
C'est en outre le même texte qui va étendre l'aggravation lorsque la violence engendrée l'est en raison des relations qui ont existé, c'est-à-dire qui sont révolues, mais qui sont encore maintenues par le phénomène de l'emprise que ne veut pas perdre sur sa victime l'auteur des fameuses violences. Alors enfin, pour vous citer un dernier texte intéressant sur cette question, je citerai l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018 qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Pourquoi ? Parce qu'avec ce texte, la cohabitation, dont on a dit précédemment qu'elle n'était pas une condition préalable de la violence conjugale, a été officiellement, par les mots de la loi, évincée des critères de caractérisation de la circonstance aggravante en question. Alors avant, ce n'était pas dit, effectivement, parce que ce n'était pas une condition, mais dire que ça ne l'est pas envoie fatalement un message à ceux qui pratiquent le droit et envoie un message à celui qui interprète les textes, à savoir le juge. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, le droit pénal qui entend lutter contre les violences conjugales doit évoluer avec la reconnaissance juridique de ces nouvelles unions que vous venez d'évoquer. Et on se demande en effet comment il est possible que le droit pénal puisse intégrer en son sein la diversité des comportements violents. Alors, bien évidemment, les juristes sont effectivement conscients du fait que le principe de la légalité pénale implique qu'il faille toujours un texte définissant le comportement que l'on souhaite socialement proscrire pour que l'on puisse dissuader et réprimer le dit comportement. C'est bien cela. Exactement. Est-ce que vous pourriez développer cet élément, effectivement, bien sûr. à propos de la légalité pénale ? Alors la légalité pénale, évidemment, est au cœur du système de répression dans notre société, justement parce que c'est une lutte contre l'arbitraire. Il faut savoir quels sont les interdits pour pouvoir s'y conformer, ne serait-ce que par affiliation au terme de la loi. Et l'un des défis importants du droit pénal, justement, c'est d'analyser le phénomène criminel dans toute sa diversité pour venir savamment y coller les textes d'incrimination qui doivent correspondre à la réalité comportementale que l'on veut appréhender. Et la formule que vous citez, elle est bien connue. Elle veut dire qu'il n'y a point de crime, point de délit, ni point de peine sans loi, et je dirais même aujourd'hui sans texte. C'est le texte qui est important, et celui-ci doit être en corrélation avec la réalité appréhendée. Alors en matière de violence conjugale, ce défi est d'autant plus important que le phénomène en lui-même est un phénomène divers, qui donne lieu à une inventivité de la part de ceux qui le nourrissent, qui le produisent, et de nouveaux moyens sont souvent utilisés par les auteurs de violences conjugales pour mettre en œuvre l'objectif d'emprise qu'ils veulent acquérir sur leurs victimes. Et donc il est important que les textes du droit pénal soient adaptés à cette réalité et qu'ils évoluent au fur et à mesure de l'évolution des comportements constatés. Alors, bien sûr, le phénomène d'emprise ne peut être acquis véritablement que lorsqu'il y a une répétition des comportements qui, en eux-mêmes pris isolément, n'ont pas toujours la même forme. Et donc c'est là, bien sûr, l'un des premiers défis du droit pénal que d'essayer de tenir compte de cette répétition pour poser un texte qui soit suffisamment efficace, efficient, pour pouvoir mettre en œuvre l'effort répressif escompté. Alors, il y a évidemment en la matière une méthode principale qui est utilisée, à savoir l'utilisation d'une circonstance aggravante, celle de l'article 132-80 du Code pénal, qui tient au contexte ou à la raison conjugale de la commission des faits et qui va être employée pour aggraver tous les modes de violence utilisés par les agresseurs, à savoir les atteintes à la vie, le meurtre, l'assassinat, les atteintes à l'intégrité physique ou encore psychique, les menaces de crime ou délit, les violences physiques ou psychologiques, les violences sexuelles et des atteintes à la personnalité, comme les atteintes à l'intimité de la vie privée, à la tranquillité des personnes, qui visent essentiellement la surveillance que l'on va exercer sur les victimes. Alors à l'évidence, la répression des violences est envisageable, comme je viens de le dire, dès qu'un acte isolé, même de faible impact, va pouvoir être noté, caractérisé dans la relation conjugale. Le Code pénal va donc forcément tenir compte d'une échelle de gravité des comportements pour venir ensuite adapter, proportionner la réponse pénale qu'il va pouvoir apporter. Alors pour vous donner quelques exemples techniques, c'est ainsi que les violences qui ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ne sont, en dehors
du cadre conjugal que des contraventions. C'est-à-dire, dans l'échelle de gravité des infractions, c'est l'échelle la plus basse. Or, dès que ces violences légères se produisent dans le cadre conjugal, au sens large, vous l'aurez compris, elles deviennent un délit qui est cette fois réprimé comme tel à l'article 222-13 du Code pénal. Et ensuite, on va retrouver ce schéma comportemental, cette logique juridique pour l'ensemble des autres atteintes que j'ai citées, et la circonstance aggravante va produire son effet escompté. Alors en marge, à côté de l'attention que le droit pénal porte utilement à l'acte isolé, il n'occulte absolument pas le fait que la violence conjugale produise aussi une pluralité de comportements par un même auteur sur une même victime, puisque effectivement c'est le rapport intime qui est à l'origine de cette multiplication. Et c'est même cette pluralité de comportements dont les formes sont elles-mêmes extrêmement variables que l'agresseur va conquérir l'emprise convoitée sur sa victime. Il est donc impératif que le droit pénal n'ignore pas cette réalité comportementale et qu'il fasse de l'habitude, prise par le dominant, un élément constitutif de certaines qualifications pénales. Et c'est la seconde méthode, évidemment, qu'il emploie pour lutter contre le phénomène. Cette méthode évite, et c'est ça l'important, d'avoir à prendre en considération chacun des moyens de la violence pour lui restituer sa propre qualification pénale, si on devait les caractériser les uns après les autres. L'idée, c'est alors d'avoir une qualification globale du phénomène répétitif pour y poser un texte unique et qui tienne compte, in fine, de la gravité du dommage que l'on va pouvoir constater sur la victime. C'est typiquement le but de la qualification des violences habituelles de l'article 222-14 du Code pénal. Et pour les pénalistes, ça veut dire effectivement beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on évite de devoir fractionner le comportement pour aller poser une qualification pénale sur l'ensemble des formes de violence ayant été utilisées, sachant que si on fait cela, vous êtes juriste et vous n'êtes pas sans l'ignorer, on entre alors dans ce que l'on appelle le concours réel d'infraction. C'est-à-dire qu'on va cumuler les qualifications, chacune va projeter une répression pénale avec des peines correspondantes, privatives de liberté ou encore une amende. Et le problème, c'est que si on cumule les qualifications, on ne cumulera pas les peines correspondantes qui sont de même nature. Et donc, concrètement, si on prend un exemple, si vous avez 3 actes répétés à l'encontre d'une même victime et que 2 d'entre eux sont qualifiable d'ITT, donne lieu à une ITT inférieure ou égale à 8 jours, et qu'un seul des 3 comportements donne une ITT plus grave de plus de 8 jours, eh bien cette dernière qualification, dans les peines qu'elle prévoit, absorbera l'ensemble, bien évidemment, de la punition encourue par l'auteur des faits. Alors que là, avec le texte de l'article 222-14, on regarde in fine l'ampleur du dommage généré par l'agresseur pour en faire un critère de qualification unique. Et là, la répression est bien plus redoutable que si on avait fait jouer le concours réel. Très bien. Alors, en revenant en tout cas sur votre dernier exemple, on mesure parfaitement la nécessité que le droit pénal soit utilisé avec méthode, afin d'être adapté au phénomène criminel qu'il entend combattre. Cependant, et vous l'avez suggéré, si un agresseur conjugal opte pour un comportement qui n'est ni défini, ni a fortiori sanctionné par une loi pénale, ce comportement ne pourra pas, en particulier, faire l'objet d'une punition. N'est-ce pas ce qu'il faut comprendre en écoutant vos propos? C'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a une nécessité sociale, humaine, d'être attentif à l'inventivité des criminels, parce que si nous n'avons pas une adéquation entre le comportement de fait qui a été commis et les données d'un texte d'incrimination préexistant, nous ne pouvons pas derrière déclencher une répression pénale effective. Ce qui veut dire qu'il y a une impunité du comportement dès que, dans l'ensemble de ces données comportementales, il ne se retrouve pas en adéquation avec un texte qui préexiste au comportement. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée que l'on prévient pour punir si besoin, mais pour prévenir, il faut que ça existe. Donc il faut bien être attentif à l'évolution, bien évidemment, des comportements.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque vous m'en donnez l'occasion, la violence conjugale est un phénomène qui est riche dans sa diversité comportementale et il est évident qu'on peut se rendre compte par son analyse, ne serait-ce que sociologique et humaine, que les criminels qui produisent ce type de phénomène sont particulièrement inventifs. Ils n'hésitent pas, de façon souvent inconsciente d'ailleurs, à développer d'autres moyens pour gagner, conquérir l'emprise de leurs victimes. Et c'est très important de questionner ensuite l'arsenal législatif à notre disposition pour savoir s'il est parfaitement adapté ou non à ce que l'on veut punir, à ce que l'on veut réprimer. Alors, la violence conjugale n'échappe pas au constat que les outils technologiques qui se développent aujourd'hui dans nos vies, dans notre quotidien, sont quelque part des éléments, des outils, des armes que vont pouvoir utiliser les criminels à leur profit. Nous, on a toujours l'impression que les évolutions technologiques nous apportent un bienfait, mais pour les pénalistes, c'est souvent un méfait parce que ce sont des outils qui vont être largement employés par les criminels. Et d'ailleurs, dans le cadre des violences conjugales, on voit bien que la diversité des technologies et de l'utilisation des réseaux sociaux a fatalement interrogé la suffisance de la substance des lois pénales pour répondre justement aux nouveaux comportements qui apparaissaient dans notre société. Alors pour vous donner un exemple récent en la matière, la loi du 30 juillet 2020, qui vise à protéger les victimes de violences conjugales, incrimine désormais la géolocalisation d'une personne sans son consentement à l'article 226-1 troisièmement du Code pénal. Alors pourquoi je vous en parle? Oui, allez-y, expliquez-nous, vous avez largement le temps. Tout simplement parce que c'est une extension, ici choisie par le législateur, de l'incrimination du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et qui permet ainsi de sanctionner la surveillance électronique d'une personne qui consiste notamment à installer, généralement dans son smartphone, un logiciel espion qui permet de savoir quasiment en temps réel où elle se trouvait pour ensuite, bien évidemment, la confronter face à ses contradictions. Et donc, on voit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la surveillance de la victime est un élément très important de celui qui a l'emprise. Il veut contrôler le mode de vie de sa victime et la géolocalisation est un moyen formidable de confronter les dires de la victime à ses faits et gestes réels en tenant compte des informations que vont pouvoir lui apporter le mécanisme de géolocalisation. Alors cette nouvelle incrimination, elle est intéressante, mais elle est quelque peu éloignée en fait d'une vision, je dirais, plus anglo-saxonne du phénomène de surveillance coercitif que l'on appelle le stalking en pays anglo-saxon et qui vise justement cette idée de placer une personne à son insu sous la surveillance de quelqu'un, dans le but justement de provoquer des intimidations, ensuite, voir que cette personne est sous contrôle d'autrui, et la géolocalisation n'est en fait qu'une manière de stalker la personne. Et aujourd'hui, on n'a pas de texte justement qui vise la surveillance générale. On a plutôt en France une vision du moyen d'y parvenir plutôt qu'une incrimination beaucoup plus globale du phénomène. Alors, je vous en parle pourquoi? Parce que... Expliquez-nous, nous avons encore un peu de temps, il nous reste 7 minutes. Donc, on sait justement que le stalking est un indicateur du risque de passage à l'acte homicide, puisqu'il est très souvent utilisé par les individus que les victimes ont délaissé. Donc lorsqu'il y a une rupture, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'emprise ne va pas cesser de fait, ça ne va pas dissuader l'agresseur de poursuivre son emprise sur autrui, et la placer sous surveillance en prenant en charge une forme de filature, en organisant des surveillances, en utilisant la géolocalisation, il va continuer, vous voyez, à maintenir une pression sur sa victime qui alimente bien évidemment le phénomène d'emprise qu'il veut absolument conserver. Et quand il y a rupture, justement, ces phénomènes de surveillance sont inquiétants parce qu'ils sont clairement identifiés aujourd'hui, même par les magistrats, comme un risque
de passage à l'acte homicide. Et on a d'ailleurs des procès, alors en France et ailleurs, qui tournent autour de ces questions et qui interrogent la performance des systèmes juridiques et des politiques publiques des États en matière, justement, de lutte contre ces phénomènes qui sont en fait des systèmes d'alerte sur le risque d'un passage à l'acte homicidaire. Et pour abonder un petit peu dans cette idée où il faut être très attentif à l'évolution des violences conjugales, alors polymorphisme, les juges français eux-mêmes essaient d'adapter leur vision, leur approche des textes pénaux au comportement à risque qu'ils identifient, eux, dans les dossiers. Et il y a un arrêt intéressant sur cette question, rendu par la Chambre criminelle le 16 novembre 2021, qui voit dans le simple fait de surveiller et de suivre de manière répétée une personne, des faits de violence psychologique. Vous voyez ? Donc on essaie d'attraper par un texte qui, a priori, n'est pas fait pour ça, le phénomène du stalking, parce qu'on n'a pas de texte adéquat. Et donc, pour éviter de laisser impuni un élément, un comportement qui, bien sûr, permet de soupçonner qu'il pourrait y avoir un acte beaucoup plus grave derrière, convoité par l'auteur des violences, eh bien, il y a une adaptation par les juges de l'effort de répression pénale. Et ça me paraît être un élément particulièrement intéressant. Alors, si j'ai un peu de temps... Oui, vous avez encore 4 minutes, super. Utilisez-les. Alors, si on déborde un petit peu du droit pénal, il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place dans notre ordre juridique interne, justement pour essayer de lutter au mieux contre les violences conjugales. Le droit pénal, je dirais, est un peu le réflexe que l'on doit avoir parce que ce sont des comportements qui vont troubler l'ordre public. Donc il y a autant une dimension, si vous voulez, individuelle qu'une dimension collective. Et la collectivité, en réagissant par le droit pénal, envoie le message selon lequel elle n'ignore pas le caractère interdit, la désapprobation morale que l'on doit projeter sur ces types de comportements. Mais pour venir techniquement en aide aux victimes, vous avez des dispositifs que l'on pourrait très bien mobiliser dans des systèmes para-pénaux, notamment en droit civil de protection des personnes. Et si vous me le permettez, je citerai 2 exemples. Le téléphone grave danger et le tout nouveau bracelet électronique anti-rapprochement. Alors, pour en dire 2 mots, le téléphone grave danger va permettre un appel direct de la victime et sa géolocalisation en cas de déclenchement de l'alerte. C'est-à-dire qu'elle a un petit boîtier, elle va pouvoir déclencher l'alerte lorsque le visuel, le contact avec son agresseur devient possible et potentiellement source de dommages graves pour elle. Et aujourd'hui, dans notre législation, ce téléphone grave danger va pouvoir être accordé en urgence quand le danger est avéré par le procureur de la République. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par le circuit judiciaire qui est un peu long parfois, même si les délais ont été largement raccourcis. On peut demander au procureur de la République, défenseur de la société, de venir accorder en urgence ce type de dispositif. Et à côté, on a le bracelet électronique anti-rapprochement qui a été mis en place à partir de septembre 2020. Et lui, il est intéressant parce qu'il va prémunir la victime d'un contact délétère avec l'auteur des faits, mais le dispositif, cette fois-ci, va être placé sur l'auteur et pas sur la victime. Donc c'est lui qui est alerté de la zone qu'il ne doit pas évidemment franchir, et le dispositif permet immédiatement de constater qu'il a violé les termes de son interdiction de contact, de son interdiction de rapprochement. Et donc on voit que ces technologies, vous voyez, elles font double emploi finalement dans le système juridique. Elles sont utilisées par les criminels comme nouvelles méthodes, mais on utilise aussi, pour lutter contre le phénomène, de nouvelles technologies pour apporter des solutions aux victimes des violences conjugales. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, Monsieur De Chopy, pour ce nouvel éclairage, en tout cas, des violences familiales. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous, en espérant que cette nouvelle émission, ait pu répondre à vos attentes en la matière. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle causerie sur ces thématiques des violences. Thank you.